C'est parti Fabien, on t'écoute. OK. OK, je vous mets juste ma petite présentation. Donc Fabien, Zanovello, donc j'ai 45 ans, j'ai, une vingtaine d'années d'expérience, professionnelle. J'ai toujours travaillé, dans un milieu, entreprise industrielle, agricole d'abord, industrielle ensuite et puis, l'associatif. L'associatif, l'ESS, j'ai géré pendant plusieurs années des réseaux, associatifs d'industriels, d'agriculteurs, d'activités économiques, sociales, solidaires et tournées autour du développement territorial. Et puis également, une expérience de création d'entreprise. J'ai toujours aimé l'entreprise, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs. J'ai une certaine admiration pour les entrepreneurs, quels qu'ils soient, ceux qui réussissent, ceux qui se plantent. Je me suis moi-même d'ailleurs planté. On apprend beaucoup de choses en essayant la création d'entreprise. Et puis, depuis 10 ans, donc, j'accompagne les entreprises, les dirigeants et leurs managers sur différentes thématiques, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la conduite du projet d'entreprise, la stratégie, l'organisation. Et puis, la recherche de financement public et privé, d'ailleurs beaucoup sur la thématique de l'ESS aussi, dans le cadre du DLA et du DASES. Et puis la transformation digitale. Je me suis relativement récemment, formé à la transformation digitale. Donc, j'accompagne également mes clients dans la transformation digitale. Et je le fais à travers, pardon, à travers un cabinet qui s'appelle XXL Stratégie Organisation. On existe depuis 19 ans maintenant. Ça a été créé par Philippe Roussel. On est 6 consultants. Pourquoi on est autant? Parce qu'on essaye d'être le plus nombreux possible pour répondre à l'ensemble des problématiques. Aujourd'hui, on a sur le territoire une sociologie des consultants qui est plutôt très spécialisée, avec des consultants RH, des consultants en commerce, des consultants sur des thématiques industrielles très précises, des expertises très précises, et qui ont tendance à tout passer par leur expertise. Quand je viens du RH, j'ai tendance à tout voir à travers le RH, ou en tout cas à voir beaucoup de choses à travers le RH. Nous, notre idée, c'est d'apporter une solution globale à nos clients et d'être en mesure, quand j'en ai besoin, de pouvoir m'appuyer sur mes collègues pour avoir une expertise un peu plus technique, un peu plus poussée que la mienne sur une thématique que je ne maîtrise pas forcément toujours extrêmement bien. Donc, on est aujourd'hui 3 associés, 6 consultants sous licence de marque. On est tous indépendants et on travaille tous en réseau en fonction du besoin du client. Voilà. Et il se trouve qu'aujourd'hui, donc, j'ai répondu à la demande de Sébastien pour vous présenter quelque chose. Alors, ce n'est qu'un point de vue, je ne détiens pas la vérité, ce n'est qu'un point de vue sur la nécessité de l'hybridation des ressources dans le cadre de l'associatif et d'organismes de l'ESS. Moi, je vais vous donner un point de vue. Je vais vous donner également une démarche possible pour y parvenir. Maintenant, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger, que vous puissiez aussi faire part de vos expériences, peut-être échanger également entre vous, et que vous sortiez de là avec un peu plus de billes pour le faire demain chez vous. Voilà. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est de vous présenter vous, pour que moi je puisse aussi en connaître un peu plus sur vous, simplement d'où vous venez, et puis peut-être aussi ce que vous attendez de cet échange ce matin, me dire si c'est juste une découverte ou s'il y a des éléments un peu plus précis que vous cherchez à avoir pour demain faire la démarche chez vous. Qui veut commencer? Je ne vois pas tout le monde. Pas tous en même temps. On peut peut-être commencer par Pascal. Allez. Oui, je me doutais. Bonjour. Alors donc je suis Pascal, je suis entrepreneur, ma société s'appelle Récréaction. J'organise des ateliers de, journal créatif, hem, donc qui sont orientés, soit développement personnel parce que je suis aussi, coach, professionnel. Je suis ancienne RH, donc j'ai une appétence pour, tout ce qui est, orientation, réorientation professionnelle. Voilà, donc en fait,
j'ai vraiment le souhait de travailler avec des institutions ou bien des associations, euh, donc pour transmettre les bienfaits du journal créatif. D'accord. Vous êtes en recherche de partenaires, là, c'est ça? Oui, Ok, oui. d'accord. On a Christelle aussi qui a levé la main. Bonjour, je suis en Bonjour. cours de création d'association mandataire d'aide à la personne. Donc moi, c'est juste pour bien comprendre en fait. D'accord. Sur l'Oise. Dans l'Oise, ouais. Merci Christelle. Andrea peut-être? Allez, merci Hélène. Bonjour, pardon, j'avais un tout petit peu de retard. Je fais de la revalorisation d'objets. Je chine des objets comme des cartes postales, des vieilles raquettes en bois que je revalorise, que je détourne, que je brode. Je propose ça à la vente et aussi durant des ateliers créatifs pour les entreprises et les particuliers. Et mon rêve à moyen terme, ce serait d'inclure cette activité dans un tiers-lieu, donc un genre de bar associatif dans lequel se retrouverait, enfin, il y aurait une mise en commun d'outils et de savoir-faire pour que tout le monde puisse fabriquer des choses et passer des moments conviviaux. D'accord. Merci. Et ce matin, vous attendez quoi? C'est juste un échange, une découverte ou il y a une recherche un peu plus précise? En fait, je dois vous avouer que je savais pas trop à quoi m'attendre. En fait, c'était assez flou, mais je sentais que ça pouvait être intéressant pour moi. Enfin, ça a piqué ma curiosité, quoi. Ok. C'est normal que ce soit un peu flou d'ailleurs. Ok. Oui, parce Merci. que je pense que ça englobe beaucoup de thèmes différents et voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci. Merci. Yannick peut-être? Oui, bonjour, Yannick Bellet. Je développe un projet de foncière solidaire sur le Grand Amiénois, plus principalement sur les locaux commerciaux professionnels pour les mettre à disposition d'associations et d'entreprises de l'ESS. Voilà. Pour l'instant, sur la question de l'hybridation des ressources, je n'y connais rien et voilà, je suis là pour apprendre et découvrir de nouvelles choses. Ok. Alors, on a dans le chat Lucas Duzuel qui se présente. Il est cofondateur de l'association Note Game, qui est un média associatif consacré à la mode responsable et la sensibilisation à l'impact du textile. Et donc, il est particulièrement intéressé par l'hybridation des ressources et curieux d'en savoir plus. D'accord. Nora, peut-être? Bonjour à tout le monde. Alors, moi, je suis dans le milieu ESS depuis plusieurs années, mais c'est surtout ma dernière expérience dans un tiers-lieu sur Oisem, la voisinerie, un tiers-lieu inclusif. Alors, pourquoi je suis là? Tout ce qui est hybridation, c'est un sujet qui m'intéresse à titre personnel et de voir voilà, d'autres formes d'hybridation, en savoir un peu plus. Et je suis à Lille. Merci, Nora. Alors, on a Nicolas. Nicolas aussi, ouais. Bonjour. Bonjour. Ouais, je m'appelle Nicolas Siwa, donc c'est une structure qui n'est pas encore créée, qui devrait être créée, je pense, en mars-avril, qui travaille essentiellement dans le domaine de la musique, que je souhaite créer avec deux collaborateurs. Moi, j'ai déjà travaillé dans l'associatif pendant une vingtaine d'années dans la culture, dans la musique. Et j'ai déjà une expérience aussi des recherches de fonds
aussi bien en termes de subventions, de fonds privés, de mécénat, etc. Après, donc, je suis curieux de savoir si je vais apprendre des choses en termes d'hybridation des ressources, surtout au regard de nouveaux projets que je suis en train de créer, qui est quand même légèrement différent en termes d'activité, de contenu, de façon de coopérer. Donc voilà. Et ça va se passer super bien pour l'instant à l'échelle aminoise. Voilà. Et après, j'espère sur le moyen long terme à l'échelle départementale, voire régionale. Voilà. Merci Nicolas. Julie. Olivia, Julie, c'est le même projet, ouais. Donc, comme vous voulez, les filles. Bonjour, est-ce que Julie est en ligne? Oui, bonjour Olivia. Ah, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis arrivée un petit peu en retard, problème de connexion. Pas de souci, Julie. Bon, je présente une partie et je laisse suivre Julie. En fait, j'ai une ferme dans l'Oise, Saint-Just-en-Chaussée, 60-130. J'ai eu des gros soucis parce que j'ai eu une usine de biométhane qui s'est installée à 700 mètres. J'avais un projet hôtelier, j'ai des formations des cuisines et gestion. Maintenant, mon projet, c'était comment reprendre, soit je sauve la ferme, c'est un engagement quand même des 10 ans et aussi économiquement important, et soit je vends. J'ai rencontré Julie dans ces projets, de comment sauver la ferme, et on s'est rencontrés, disons, c'est deux âmes qui se sont rencontrées. Maintenant, les projets, moi j'ai presque 70 ans et Julie a 35. Donc, est-ce qu'on peut unir nos projets avec des moyens, des difficultés différents, en créant une association? Voilà. Et après, je laisse Julie reprendre le discours parce que la problématique, elle la concerne de façon plus importante. J'espère d'avoir réussi à m'expliquer. Merci Olivia. Alors, nous avons le projet avec Olivia, donc de travailler plutôt autour de l'anti-gaspillage. Donc, on avait un projet plutôt orienté culinaire. Et au fil des discussions, en fait, on aimerait en fait répondre à la loi anti-gaspillage qui est mise en place par le gouvernement, où chaque commerce, grande distribution, restaurateur, commerce de proximité, etc., doivent répondre à une loi, enfin doivent répondre à des obligations concernant l'anti-gaspillage. Et nous, on a un projet, on aimerait mettre en place une association, donc dans un premier temps toutes les deux, pour proposer des solutions aux entreprises, en fait, être le vecteur de leurs solutions pour qu'ils puissent répondre à ce label anti-gaspillage, un label de qualité où tout le monde doit être aux normes d'ici 2030. Donc, c'est un projet qui est en train de se construire. L'association n'est pas encore mise en place. On est en pleine réflexion. Mais voilà, l'idée, c'est de la mettre en place d'ici le printemps et puis mettre tous les moyens, aller démarcher un petit peu toutes les entreprises pour voir comment on peut leur apporter notre solution. Okay. Voilà. Merci. Merci Julie. Pour les attentes, Pardon. sur les attentes aujourd'hui, c'est juste essayer de comprendre ce que c'est l'hybridation ou ça va plus loin que ça? Alors moi, c'était de comprendre ce qu'est l'hybridation parce que j'avais jamais entendu parler en fait par rapport à. Donc c'est vraiment un peu comme Andrea. En fait, ça a un peu la curiosité. Je me suis posé la question et je me suis dit bon bah oui, ça doit être pour nous tout ça. Voilà. Okay. Si je ne m'abuse, il n'y a que Vincent Brunel qui n'est pas parlé. Oui. Peut-être que je me trompe, mais.
Non, tout à fait. Bonjour à tous. Je mets la caméra pour me présenter. Je suis arrivé un petit peu en Bonjour. retard. J'étais sur un autre rendez-vous. Pas de Alors moi, souci. c'est un petit peu particulier. Je suis chargé de mission pour le développement économique d'Amiens Métropole. Donc, je viens ici pour pouvoir faire mes connaissances sur le financement de projets et en particulier sur ces projets ESS et ces ressources mixtes. Merci Vincent. Merci pour votre présence. Pas de souci. Merci à tous. Comme ça, je sais un peu plus orienter mon discours et peut-être répondre un peu à vos questions. Alors, j'ai entendu beaucoup de découvertes et ça tombe bien parce qu'on est vraiment dans une… On va parler… Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va parler effectivement hybridation des ressources, mais on est vraiment dans une première phase. J'ai entendu une personne, Nicolas, je crois, qui était plus avancé un petit peu dans la recherche de financement. On n'est vraiment pas dans cette phase-là sur cette présentation. C'est vraiment une première phase comment dire, de prise de conscience du besoin d'hybrider les ressources. Alors, l'hybridation, c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde. On parle d'hybridation des ressources. Très clairement, très simplement, c'est le fait de mixer les ressources, d'avoir diverses ressources, sources de financement dans un organisme, que ce soit une entreprise de l'ESS ou une association. C'est le fait de mixer ces ressources. Donc, l'hybridation, c'est ça, en tout cas pour ce qui nous concerne. Et donc, on est dans une première phase. L'idée, moi, aujourd'hui, c'est de vous exposer, de mon point de vue, le besoin absolu aujourd'hui de rechercher une hybridation des ressources. Et deux, ça sera ma deuxième partie dans mon exposé, comment je peux aujourd'hui, avec ma structure, qu'elle soit déjà en place, qu'elle vive depuis un certain temps ou que ce ne soit encore qu'à l'état de projet aujourd'hui, comment je peux essayer de trouver des chemins pour aller chercher cette mixité de ressources. Donc, je vais commencer déjà sur cet impératif, à mon sens. Excusez-moi, Oui. puis-je vous poser une question? Bien Quel sûr. est le but de l'hybridation des ressources? C'est hybride, c'est non, il n'est pas classifié, pas classifiable, non? C'est ça le mot, le signification hybride. Oui. Mais excusez-moi, c'est un peu confus. Quel est l'apport qu'est cette hybridation des ressources, qui a un nom un peu fulgurant, non? C'est important. Peut apporter aux petits, je vous ai parlé de nos difficultés. Quel est l'apport que vous pourriez nous trouver des différentes ressources et les regrouper? Ça fait un travail quand même, hein? Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. On doit piocher à droite, à gauche, des aides, des aides, bénévolat. Ça demande une organisation quand même. Hein. Ouais. Voilà. Non. Et quel apport ça me donne dans le montage d'un projet? Alors, je vais vous faire une première réponse assez généraliste, et puis peut-être qu'on reviendra sur votre question à la fin ou au cours de mon exposé, parce que je pense que ça va s'éclairer un petit peu plus, en tout cas sur l'objectif de l'échange ce matin et de la présentation. Pour moi aujourd'hui, pourquoi on parle d'hybridation des ressources? Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous financer. En tout cas, vous avez besoin d'exister. Et pour exister, vous avez besoin d'un peu d'argent. Il y a deux manières de voir les choses. Soit je n'ai qu'un fonctionnement qui repose sur des financements publics, et auquel cas je suis totalement dépendant des financements publics. Soit je cherche à hybrider mes ressources. Je cherche, ou alors je suis contraint, et on va voir que vous allez être de plus en plus contraint de toute façon d'aller chercher des différentes sources de revenus. Et en ça, l'hybridation devient utile. Si vous souhaitez continuer à exister, il va forcément devoir aller chercher d'autres sources de revenus.
Est-ce que ça répond presque à votre question? Absolument. Bon. Absolument. Mais une question. Est-ce que vous pourriez parler plus lentement? Je suis italienne. Et donc, parfois, j'entends, quand vous parlez très très vite, je ne comprends pas. D'accord. Et vous répondez à mes questions. D'accord. Je vais essayer de parler plus lentement et c'est vrai que c'est l'un de mes défauts que je dois corriger. On a tous des drivers. Un jour, on aura peut-être l'occasion de travailler ensemble sur nos drivers. On travaille sur la communication interpersonnelle et on a tous des drivers. Et l'un de mes drivers, c'est fais vite, dépêche-toi. Et j'ai tendance à parler un peu rapidement, donc je vais essayer de faire l'effort de parler plus lentement. Mais ne m'en voulez pas si parfois ça reprend le dessus, c'est naturel. C'est l'un de mes drivers. Donc, je reviens sur l'hybridation et le pourquoi. Le pourquoi diversifier ses sources de financement. Pour moi, je vois deux choses. Je vous ai mis une petite référence sur un bouquin qui s'appelle Tous Centaures, éloge de l'hybridation, de Gabrielle Alpern, qui est une philosophe à l'origine. Pardon, excuse-moi de te couper, Fabien. Je suis désolée, mais l'écran pour moi est figé. Est-ce que pour d'autres personnes, c'est le cas? Oui, moi aussi, il est Oui. figé. Je vois la présentation, mais Fabien est figé. D'accord. L'essentiel étant de voir la présentation. Moi, à la rigueur, c'est pas très Tout à fait, et on vous entend aussi, hein, très bien. Mais il me semble que tu es passé à une autre page et qu'il y a toujours le titre l'impératif d'hybridation des ressources. Ah oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc là, il y a un problème. Je ne sais pas, c'est peut-être mon réseau, mais ça, je ne peux pas faire grand-chose. Non. Je peux peut-être partager le. Ouais, ce qu'on va faire peut-être. Support. Alors non, parce que tu n'as pas ma dernière version. Alors attends, je vais essayer de te l'envoyer. Décidément. C'est en coupant et en rallumant la caméra, non? Vous pensez? Hop, on va essayer. Hein. Est-ce que là, vous avez une présentation avec un centaure? Non. Là, on a un phare. On n'a rien du tout. Non, on a un phare. On est toujours sur le phare, nous. Ouais. Ok. Je t'envoie ça. Attends. Ah oui, puis je suis obligé de t'envoyer en PDF. Est-ce que toi, tu n'as pas? Bon, je sais pas, c'est peut-être mon. Mais moi, ça a l'air de rouler, mais. Hop. Voilà. C'est parti. Je t'ai mis aucun objet, hein, Seb. Tu l'as envoyé par mail? Ouais. J'attends, je l'ai pas encore reçu. Oui, j'ai l'impression que ça rame un peu chez moi. Les joies du direct. Alors pour rebondir en attendant de recevoir le mail de Fabien et le support à partager, effectivement, il existe 3 modèles économiques dans l'ESS. On a ce qu'on appelle le modèle marchand. Le modèle non marchand, c'est-à-dire le modèle non marchand, c'est celui où on va vivre uniquement avec les subventions. Marchand, c'est celui où on n'a pas besoin de subventions, on fonctionne en autonomie, on va dire. Et puis, le 3e modèle économique est le modèle hybride, d'où l'hybridation des ressources, c'est-à-dire qu'on va avoir les deux. Et le modèle non marchand, il est pas appelé à disparaître, mais il va avoir beaucoup de difficultés à se faire financer dans les années à venir, puisque
on tend à partir plutôt vers les modèles hybrides que les modèles non marchands. Alors Fabien, je n'ai pas reçu. J'ai une version qui ne sera pas forcément la dernière, celle que tu m'as envoyée hier. Mais... Tu n'as pas reçu là, parce que moi, là, c'est bon. Ouais, il est chez toi, normalement. Ça y est. C'est bon? Attends, je vais arrêter mon partage peut-être du coup. Tac. Pardon, qui est Andrea qui a répondu? C'est moi. Ah, bonjour. Bonjour. Non, c'est de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Oui, c'est une expression française. Oui, d'accord, mais je pense aussi italienne. Mais oui, comment sélectionner les œufs et les mettre dans la bonne case en attendant qu'on résout les problèmes techniques. Voilà, c'était ma question. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, nickel. La suivante. De toute façon, je vous enverrai le support, hein, bien sûr. Tac. Ouais, merci. Donc voilà. Donc je vous ai mis une référence d'un bouquin très intéressant sur le sujet, d'ailleurs, je vous conseille, qui explique un peu qu'on est entré dans l'ère de l'hybridation depuis un certain temps déjà et que ça ne s'arrête pas à la question des ressources. Aujourd'hui, tout devient hybride. Alors, elle donne par exemple là dans cet extrait, là ça devient tout flou, c'est bon. Elle donne par exemple dans cet extrait que j'ai sélectionné l'exemple du téléphone. Le téléphone qui aujourd'hui n'est plus un téléphone uniquement, c'est un ordinateur, c'est un réveil matin, c'est un appareil photo, c'est un outil de stockage, c'est plein de choses aujourd'hui, un appareil photo, un téléphone. Et notre monde a tendance à devenir totalement hybride. Il ne l'est pas encore, hein, bien entendu, mais on est sur une démarche qui est celle-ci. Si tu veux bien passer à la suivante. Celle-ci, ouais. Ouais. Attends, je vais prendre de mon côté, parce que sinon ça va être vraiment très haché. Je vais prendre de mon côté ma présentation aussi. Voilà. Yes. Excusez-moi, je prends un peu de temps, ça va aller plus vite après. Tac. Donc oui, donc elle explique qu'en fait, et elle explique, elle constate surtout, elle constate que depuis très longtemps, même dans le monde, et notamment dans le monde économique, on était sur la recherche de modèles purs. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000, autour du début 2000. J'ai commencé à sortir de la fac à cette époque-là, et on était encore dans une recherche de modèles. Je suis d'ailleurs passé par les filières économiques et sociales. Donc, on était sur l'apprentissage de modèles purs en économie, avec cette recherche, même dans l'entreprise, de process et de modèles qui fonctionnent et qui sont relativement purs. On a basculé dans un autre modèle qui est en train de s'hybrider. Et d'ailleurs, on a eu une accélération avec la crise sanitaire, hein, avec le fait de travailler à distance, etc. Des gens qui ont commencé il y avait déjà ce mouvement, mais c'était encore plus fort pendant la crise sanitaire, où on avait commencé à avoir plusieurs métiers, les slashers, ce qu'on appelle les slashers aujourd'hui. Sébastien, c'est une bonne illustration d'ailleurs de
de ce qu'est un slasher, c'est qu'on a aujourd'hui un boulot officiel qui soit salarié indépendant, et puis à côté, j'ai une passion qui devient progressivement un métier parce que je peux m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur et vendre un peu de choses, vendre un peu de prestations, vendre un peu de produits que je réalise, des créations. Et puis, je peux être, comme Sébastien, écrivain aussi parce que j'ai une certaine appétence pour ça et que je vends un petit peu de bouquins à droite à gauche et que je présente mes idées. Je peux être salarié fonctionnaire et puis à côté conférencier et puis sportif, comment dire, classé, rémunéré pour certaines. Voilà, je peux aussi coach sportif. Aujourd'hui, ça devient, c'est pas encore la norme, hein. Je l'ai moi-même testé dans pas mal d'organismes et d'entreprises un peu importantes. On a encore un peu de mal, hein, à un certain niveau de la strate, d'accepter ce mode de fonctionnement, qu'on puisse être indépendant, salarié, passionné par quelque chose et avoir une activité à côté. C'est encore un peu compliqué dans certains milieux, notamment dans le public. C'est encore un peu compliqué à accepter, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, est en train de devenir la norme. Chez les plus jeunes, si vous regardez un petit peu les études qui sont faites ou si tout simplement vous écoutez vos enfants, il y a moins de jeunes qui ont une vision très cadrée de leur avenir. On veut être ça et ça et ça, et plus uniquement une fonction dans la vie, ou alors enchaîner des fonctions tout au long de sa vie. Donc ça devient la norme, et ça va devenir la norme. Et puis, on a des modèles économiques, et il y a quelqu'un d'ailleurs dans sa présentation qui en a parlé, son rêve étant de faire un tiers-lieu, etc. Les modèles économiques également ont totalement changé. On est de plus en plus en train d'intégrer des choses qui, a priori, n'ont rien à voir ou même parfois sont opposées, et de les faire fonctionner ensemble, les tiers-lieux, les fermes urbaines, les crèches dans les maisons de retraite. J'ai donné quelques expositions de tableaux dans les centres commerciaux. On fait différentes choses dans des centres commerciaux. On intègre des restaurants maintenant dans des centres commerciaux. J'ai même vu des restaurants gastronomiques en plein milieu d'un carrefour. Il y a ce genre de choses qui commencent à se développer. Donc, on est sur ce chemin-là. Tu peux passer à la suivante. Seb, merci. Hop. Je vais faire la même chose. Et d'ailleurs, vous en êtes les premiers marqueurs. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, elle vient également de cette hybridation et de cette mixité des modèles. L'économie sociale et solidaire, c'est à première vue, c'est mixer une logique économique classique qui existe dans toutes les entreprises à une logique sociale et solidaire. C'est-à-dire que ce qu'on considérait avant comme, peut-être pas opposé, mais en tout cas totalement différent, faire de l'argent dans une entreprise classique et s'occuper de la dimension sociale et solidaire dans les associations, est devenu quelque chose qui peut se faire ensemble au sein d'une entreprise de l'ESS, de l'économique, du social et du solidaire en même temps. Donc, l'hybridation, aujourd'hui, elle bouscule nos vieux schémas. On a des cases mentales qui font que depuis des années, on a appris que l'économie, c'est l'économie, le social, c'est le social, que quand je suis, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à certains recruteurs, c'est qu'aujourd'hui, quand je me présente et que j'ai 20 ans d'expérience dans le RH, on a du mal à comprendre, à faire confiance. Si je dis, demain, moi, aujourd'hui, je ne veux plus être RH, j'ai envie, et en même temps, j'ai une passion depuis des années, c'est l'informatique, et je suis expert également en informatique. C'est un peu compliqué aujourd'hui à comprendre, il faut sortir de ces vieux schémas. On a du mal à faire confiance à ça, mais on est sur ce terrain-là. Et d'ailleurs, Alperne, la philosophe, nous dit: il y a en chacun de nous une terrible pulsion d'homogénéité qui nous conduit à ne fréquenter que des gens qui nous ressemblent,
à nous intéresser qu'à ce que nous connaissons déjà ou à ce qui confirme nos opinions. Ça, c'est très vrai en politique notamment. Et ainsi, construisons-nous autour de nous une bulle d'homogénéité. Donc, c'est-à-dire que naturellement, l'être humain, il est pas porté à l'hybridation. Il est plutôt porté à ce qu'il connaît, à maîtriser, à continuer ce qu'il connaît et à faire confiance à ce qui est cohérent pour lui. Donc, l'hybridation, ça suppose de faire un certain effort. À la suivante, Seb. Ah, pardon, toi, tu y es déjà. Pourtant, effectivement, le vivant, c'est l'hybridation. Le vivant, ce qu'on est le résultat de millions d'années d'hybridation biologique, ethnique, culturelle, de plein de choses qui se sont mixées en nous, qu'on a mixées dans notre esprit et qui font ce qu'on est aujourd'hui, notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais ça demande de trouver du courage, ça demande de s'ouvrir à l'autre, à ce qui est différent de ce qu'on est, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je donne l'exemple de la bienveillance. La bienveillance, c'est un bon exemple parce que ce n'est pas forcément lié tout de suite à l'hybridation, bien que, mais c'est surtout lié à l'ouverture. La bienveillance, c'est une valeur que j'entends dans toutes les entreprises. Dès qu'on parle de valeurs, quand je vais travailler avec des dirigeants sur quelles sont les valeurs de notre entreprise, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant chez nous, l'une des premières valeurs qu'on me sort, c'est la bienveillance. Et quand je demande ce qu'est la bienveillance, d'ailleurs, je vous le demande, c'est quoi pour vous la bienveillance? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'est la bienveillance? Bonjour, la bienveillance, pour moi, c'est déjà, ça commence par le non-jugement et l'écoute active également, je pense. En tout cas, c'est deux choses qui sont intimement liées. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est faire preuve d'empathie par rapport à une équipe et faire attention à l'altérité. Ok, on va tourner autour de ça, effectivement. C'est effectivement ça. Et quand on va rentrer un peu dans le détail… Pardonnez-moi. Ouais. Nous sommes en train d'entrer dans l'éthique du comportement vis-à-vis aux autres. C'est un peu plus compliqué l'appliquer au commerce. Sauvetage. Déjà, il faut adhérer à des principes et ensuite les appliquer. Et pas tout le monde. Oui, un contexte intéressant qui peut donner des revenus peut attirer à mettre en place une éthique. Mais ensuite, est-ce qu'elle sera respectée? Qui va la suivre? Qui va comprendre si effectivement on arrive du début à la fin d'un cercle ou on entre dans un cercle vicieux? Parce que l'éthique ou l'utilisation de l'éthique peut être aussi mal utilisée à des fins commerciales. Et je pense de pouvoir vous donner maintenant pas mal d'exemples, les grandes entreprises, etc. Excuse-moi. Alors, oui. Je sais pas, c'est ça? Pardon, je n'ai pas compris. C'est Andrea, c'est ça? Votre prénom? Olivia. Olivia. Ah, c'est Olivia. Olivia, pardon. Oui. Ouais, Olivia. Je ne me suis pas présentée, désolé. Olivia, vous… Non, mais vous l'avez déjà fait, c'est moi qui confonds. Olivia, vous touchez quelque chose, effectivement. On n'est pas loin de ce que je voulais expliquer avec cette valeur de la bienveillance. C'est que, donc, encore une fois, dans l'entreprise, la bienveillance fait partie des valeurs un peu communes. Et quand je vous demande ce que c'est, effectivement, vous me sortez l'écoute active, le non-jugement, l'empathie, etc. Et c'est tout à fait ça, c'est vrai. Par contre, quand on rentre… je vous interromps une dernière fois. L'empathie, la bienveillance et tout ça, dans une entreprise doit être encadré avec un cahier des charges très précis, ce qui n'est pas mis en place.
Oui, le but pour moi, là, c'est pas de rentrer dans le… Ça sera l'objet d'une autre mission, si vous le souhaitez, d'un autre échange entre nous sur les valeurs. L'idée, là, pour moi, c'est pas d'entrer dans la construction de valeurs dans l'entreprise. C'est simplement de vous faire prendre du recul là-dessus, de la hauteur, pour comprendre pourquoi l'hybridation suppose de faire un effort. La bienveillance est une valeur qui ressort souvent dans l'entreprise et on l'effleure en surface. Quand on commence à rentrer dans le détail avec les équipes sur la bienveillance, eh bien, on se rend compte qu'en fait, être bienveillant, c'est facile avec les gens qui nous ressemblent, avec les gens qui vont donner envie d'être bienveillants. Je donne souvent l'exemple, c'est facile d'être bienveillant avec Obi-Wan Kenobi. Est-ce qu'on est bienveillant toujours avec Dark Vador? C'est moins facile. Et là, vous en parliez tout à l'heure, Olivia, enfin, vous avez pour moi touché du doigt la chose, c'est si on applique ça au marché, si on applique ça à la concurrence, au business, on n'est pas toujours très bienveillant avec nos concurrents. Est-ce que c'est facile d'être dans l'empathie, dans le non-jugement, dans l'écoute active avec nos concurrents, avec ceux qui nous font du mal, avec ceux qui ont pu nous faire du mal? Ce n'est pas forcément facile. Et pourtant, être bienveillant, ça réclame ça. La bienveillance, ce n'est pas être gentil avec les gentils. Ça, c'est facile. La bienveillance, ça va plus loin que ça. C'est plus profond que ça. Et donc, voilà, tout simplement pour vous dire que quand des choses qui nous paraissent totalement simples, faciles, parce qu'elles rentrent dans notre cadre, finalement, si on va aller vraiment au bout de la chose, il faut qu'on sorte de ce cadre-là et qu'on fasse l'effort d'y aller. Eh bien, l'hybridation, c'est la même chose, c'est le même mouvement. Aujourd'hui, on est sur un terme qui peut vous paraître assez simple et qui veut dire simplement de la mixité de ressources, sauf que si vous voulez faire la démarche qu'on va voir après, vraiment sérieusement, et de sortir de vos cadres de fonctionnement depuis, pour certains peut-être, depuis des années sur des ressources publiques, il va falloir faire un effort, et un effort qui peut parfois faire un peu de mal, parce qu'on va aller chercher des choses qui, finalement, vont nous faire souffrir. Renoncer à 50% de financement public, parce que je sais qu'à terme, ce n'est pas viable et que je suis trop dépendant, ça fait mal, ce n'est pas facile. C'est comme la bienveillance avec Dark Vador, ce n'est pas naturel, je n'ai pas envie de le faire. Mais peut-être que si je creuse la chose et que je sors réellement de ce cadre-là en essayant d'oublier ça, et d'aller vers l'inconnu, d'aller vers ce qu'aujourd'hui je ne maîtrise pas, je vais peut-être découvrir des choses qui vont permettre de développer mon association, mon entreprise, et en plus de ne plus être totalement dépendant de la politique, des mouvements, des financements publics, etc. Voilà, c'était simplement pour ça que je vais vous parler de la bienveillance. Si ça vous intéresse, on peut tout à fait faire un vrai travail sur les valeurs, mais ça sera un autre travail qui demande du temps également. Sébastien, si tu veux passer à la prochaine, merci. Donc voilà, pourquoi, à mon sens, il est utile, nécessaire et impératif de penser hybridation, mixité des sources de financement. C'est parce que de toute façon, notre société est en train de changer depuis un certain temps déjà, mais ça va encore s'accélérer, à mon avis, et devient de toute façon hybride. Donc, tout devient un peu hybride. Et deuxième chose, et là, ça touche directement les ressources, c'est que de toute façon, on est dans un contexte de retrait des financements publics. Durant longtemps, on a eu un État qui finançait les associations, les structures d'utilité sociale. Et depuis 90-2000, progressivement, l'État s'est retiré. Moi, je l'ai vu, j'ai géré des associations à cette époque-là pendant au moins 15 ans. 10-15 ans. Au départ, l'État était très présent dans le financement des associations, notamment quand elles avaient une utilité sociale. Progressivement, il s'est retiré. Ça a été compensé en partie, et en grande partie au départ, par les régions, les collectivités locales. Mais on voit bien que ces fonds-là, cette compensation-là est en train de diminuer également. D'autre part,
à l'époque, on finançait le fonctionnement. J'avais une association qui avait une certaine utilité, qui était plutôt dans le social, le solidaire, ou qui avait une utilité même économique, localement. Moi, j'étais dans des associations de développement local. Quand on avait une utilité pour le développement du territoire, on avait de la subvention pour le fonctionnement. Voilà, j'ai tant de fonctionnement, j'ai tant de salariés, j'avais la subvention qui correspondait à ça. Ça, c'est terminé pour la plupart du temps. Maintenant, on est sur des subventions sur projet. On présente, il y a des appels à projets, on présente des projets et on a des subventions en fonction de ce qu'on veut faire. Mais globalement, la part des subventions, elle diminue. Si tu veux bien passer à la suite, Seb. Je vous mets également sur cette évolution. Cette évolution, ce n'est pas uniquement en France, hein, on la constate un peu partout en Europe, même aux États-Unis. Et puis, une petite phrase de Gabriel Attal, qui n'était pas encore Premier ministre à l'époque, sur l'hybridation des ressources, qui disait que la diversification des financements permet l'innovation. Donc, autant vous dire que ça ne va pas changer. Et que ça va continuer et même ça va s'amplifier et qu'il va falloir faire avec. Donc, on a une baisse régulière depuis 10 ans de l'intervention des collectivités locales et elles vont continuer à se désengager et à se concentrer sur leurs missions prioritaires parce qu'on a une vraie problématique de budget de toute façon, de moyens. On a moins de moyens aujourd'hui et on les concentre de plus en plus sur les priorités. Donc, si vous avez la chance d'être dans ce qui est jugé prioritaire au niveau local, tant mieux pour vous. Si vous n'êtes pas dedans, ça va devenir compliqué au niveau des subventions de toute façon. Et si vous êtes en train de gérer une association, vous savez déjà de quoi je parle parce que vous avez tous les ans une pression de plus en plus forte pour augmenter votre part d'autofinancement pour obtenir ce que vous aviez avant ou moins qu'avant. Et en plus de ça, on est sur quelque chose qui s'est ouvert, puisqu'on est dans une hybridation de la société et une hybridation des modèles. On a aussi des appels d'offres aujourd'hui qui sont ouverts, qui avant étaient quasi réservés, de par leur sujet, à des associations, à des entreprises spécialisées, qui s'ouvrent à des entreprises classiques. Aujourd'hui, un appel d'offres émis par la région sur une thématique sociale peut tout à fait être remporté par une entreprise classique, de l'économie classique, qui a décidé d'aller sur ce sujet. On est sur un intérêt qui devient plus économique, du point de vue de ceux qui achètent, en tout cas, dans les collectivités locales, plus économique que utilité sociale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Aujourd'hui, on est dans telle contrainte économique que si aujourd'hui j'ai une entreprise, un organisme qui me propose de faire la même chose que ce que faisait la structure antérieure à un prix moins élevé, et peut-être même avec des performances plus élevées, je vais aller sur ce type d'organisme. Il n'y a plus de chasse gardée. Il y en a moins. Il y en aura peut-être encore certaines, mais il n'y a plus de chasse gardée aujourd'hui. Sur la suivante. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit, donc je reprends mes deux arguments. Le premier, on a une société qui, de toute façon, devient hybride, mixe un peu tout, des profils qu'on va devoir recruter, etc., qui sont également des gens hybrides, alors, en termes de compétences, de volonté et de sens qu'on doit leur donner dans leur travail. Et puis, de l'autre côté, très concrètement, financièrement, on est dans une contrainte d'hybridation parce qu'on a une baisse des financements publics et une difficulté accrue à obtenir des financements publics. Que ce soit parce qu'il y en a moins ou que ce soit parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur ces fonds publics et qu'il faut se battre un peu plus et démontrer une compétence, une performance, une capacité à être moins gourmand que les autres pour les avoir. Donc face à ça, on a 3 réactions possibles. Ce que vous faites sûrement, ce que font les associations déjà, ce que font les entreprises de l'ESS, à travers vos différents représentants, organismes, etc., qui vous permettent de vous regrouper, c'est revendiquer, militer, mobiliser. Ça a un certain impact. Ça permet de
réduire peut-être réduire la baisse, de limiter les baisses, de limiter dans le temps, de donner un peu de temps, ce que font aujourd'hui des agriculteurs qui manifestent parce qu'ils ne sont pas contents parce que certains fonds disparaissent, certaines contraintes apparaissent, etc. C'est utile pour une part, mais quoi qu'il arrive, on est dans un changement de société, on est dans un changement de perception des choses, que ce soit au niveau le plus haut de l'échelle des pouvoirs publics, mais également dans la manière de fonctionner des plus jeunes et de la société. Demain, cette société fonctionnera de cette façon. En tout cas, pour moi, de mon point de vue. Et du point de vue de certaines personnes et certaines sources dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est la première chose à faire, que vous faites sûrement et qui a une certaine efficacité, mais qui reste limitée. La deuxième, c'est se préparer à disparaître. Si aujourd'hui, vous êtes dans une dépendance telle au financement public que vous ne souhaitez pas, parce qu'on peut toujours essayer en tout cas, à hybrider vos ressources et ce n'est pas envisageable pour vous, il faut se préparer à disparaître parce qu'à moins de rester dans les priorités de l'État, de la région, etc., et de croiser les doigts pour que les revendications suffisent à rester dans les priorités, il faudra se préparer à disparaître à un moment ou à un autre. Et la troisième solution, celle qui pour moi est la plus intelligente, bien entendu, c'est de s'adapter à ça. Un changement, soit on se met en résistance, auquel cas on a peu de chances de faire disparaître ce changement, parce qu'un changement, c'est quelque chose qui, en tout cas ce genre de changement, ce n'est pas quelque chose qui vient de ma volonté ou de la volonté d'une personne, c'est un changement collectif, c'est un changement de société qui est en train de se mettre en place depuis d'ailleurs de plusieurs années. Donc un changement, soit on est en résistance, et d'ailleurs on est souvent en résistance dans une première phase, parce que l'être humain est comme ça, a du mal avec le changement, mais un changement, la meilleure façon d'accueillir un changement, c'est de s'adapter, c'est de l'accueillir, c'est de le comprendre, c'est peut-être d'y résister un certain temps, le temps de s'adapter, mais c'est de chercher à s'adapter à ce changement. Donc la meilleure réaction possible, c'est de changer de modèle économique et essayer de mixer le plus possible ces sources de financement. Donc on voit que depuis 2012, de toute façon, c'est déjà en cours. Les associations s'appuient sur un développement de prestations propres, de vente de prestations qui augmente en moyenne de 6% par an. Laura, tu avais quelque chose à dire? Alors déjà, j'avais quelque chose à dire, mais entre-temps, il y a eu quelques réponses. On parlait de s'adapter au changement. Moi, je dirais qu'avant de s'adapter au changement, c'est d'accompagner le changement. Moi, je suis pour l'hybridation des ressources. J'ai travaillé longtemps dans l'associatif. Et on voit la pression dans nos demandes de subventions qui sont de plus en plus importantes, les bilans longués, les comptes rendus, et qui a cette volonté des collectivités de rendre les choses de plus en plus difficiles. Mais avant de parler de cette hybridation, peut-être aussi accompagner les associations et les professionnels justement vers cette hybridation, parce que ce n'est pas donné à tous les professionnels ou toutes les structures de le faire. Et je pensais un petit peu au Resto du Cœur. Y a-t-il pas derrière ça une volonté aussi, on va dire, un peu plus haut, de nous imposer aussi quelque chose pour un peu, de nous laisser faire le travail qui est censé être fait par d'autres personnes d'intérêt général. Ça veut dire que normalement, les associations, en donnant ces subventions, ce n'est pas pour les associations, mais derrière ça, il y a une mission, une mission d'intérêt général. Ça dépend bien sûr des associations. Et derrière ça, c'est aussi d'imposer aux associations, derrière ces pressions, d'y aller chercher d'autres subventions, mais de les mettre en difficulté. Et en les mettant en difficulté, le travail sur le terrain n'est pas fait et à côté, l'État ne fait pas le travail qui doit être fait. Je donne l'exemple du Resto du Cœur, mais c'est l'exemple de beaucoup d'associations. Après, moi, je suis pour l'autonomie et l'indépendance, ça c'est sûr. Il faut y aller chercher d'autres subventions parce que ça nous rend aussi indépendants
et diversifier aussi nos ressources et d'innover. C'est beau, hein, moi je trouve ça beau, mais la réalité aussi du terrain, c'est que beaucoup de professionnels se retrouvent en difficulté et peut-être réfléchir aussi comment, au niveau, que ce soit comment au niveau de l'association ou des professionnels ou même des entreprises, d'accompagner ce changement. Et il ne faut pas oublier, tout à l'heure, vous avez dit que des entreprises peuvent aussi répondre à des appels à projets. On voit, par exemple, dans l'ESS, les avantages aussi des entreprises d'être au niveau fiscal ou des impôts n'ont pas la même charge, ont plus de moyens, sont plus préparés aussi dans leur préparer les professionnels ont leur logiciel n'est pas les mêmes que certains professionnels dans certaines structures du social ou médico-social. Mais c'est intéressant, hein, je pense qu'on peut rester des heures à encore parler du sujet. Mais effectivement, là où l'intérêt de revendiquer, militer, mobiliser, moi je le trouve, c'est qu'il ne faut pas forcément militer, revendiquer sur le fond. Le fond, il est, vous le dites vous-même, c'est comme ça. Il va falloir mixer. En plus, ça a des avantages de mixer ces ressources, d'hybrider, parce qu'effectivement, on se retire de cette dépendance. On peut faire des choses qui nous intéressent peut-être plus. On peut avoir des discours politiques qui ne sont pas forcément ceux qu'on nous impose parce que j'ai tel ou tel financeur, etc., etc. Par contre, là où revendiquer, militer devient intéressant, c'est pour demander peut-être de l'accompagnement, pour demander du temps, pour demander des moyens, pour être accompagné. Après, sur ce que vous dites, sur votre point de vue sur la mise en difficulté de certaines associations et le fait de ne pas remplir ses missions pour l'État, je vous laisse seul juge de vos propos. Je ne suis pas loin de penser la même chose, mais ça, c'est un discours, encore une fois, plus politique, où effectivement, aujourd'hui, on a un État qui n'est pas en mesure financièrement de faire face à toutes les priorités, qui doit faire des choix et qui politiquement ne peut pas dire clairement, je choisis de ne pas de couper cette branche-là et de mettre tout sur telle ou telle priorité. Donc, on essaye de ménager la chèvre et le chou en donnant 3 francs 6 sous à des associations qui remplissent les missions et qui les remplissent comme elles peuvent, en disant c'est bon, on a fait le job. Ça, c'est un discours qui m'appartient et qui n'est pas un discours officiel. Voilà. Il y avait Thomas qui avait une question, peut-être. Ouais, je sais pas. Non, c'était peut-être pour aller dans le sens de Nora. Enfin voilà, moi je voulais juste vous partager mon retour d'expérience. J'ai été pendant longtemps investi dans le mouvement Emmaüs, 15 ans dans le mouvement Emmaüs, et finalement vous entendre intervenir sur le sujet de l'hybridation. Le modèle emmaüsien est hybridé depuis le démarrage, et je voulais juste témoigner du fait que c'est aussi ce qui a fait la force du mouvement Emmaüs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les communautés ont pu se positionner sur des champs politiques et dire fièrement et se positionner fièrement politiquement sur la question du logement, sur toutes les questions sur lesquelles Emmaüs peut avoir voix au chapitre. Et ils sont d'autant plus légitimes que leurs ressources sont hybridées. Et donc, cette indépendance leur donne une force considérable dans le poids de leur prise de position et dans comment ils peuvent peser dans le débat politique. Donc, c'est l'hybridation, certes, c'est un chantier, un effort à produire pour toutes nos structures, qui n'est pas évident parce que jusqu'à maintenant, on avait peut-être accès à des ressources, mais c'est un chantier qui peut aussi être libérateur et qui peut nous amener à avoir une indépendance plus forte et une voix plus forte et une façon de peser plus fortement sur le débat politique. Ouais. C'était juste pour aller dans le sens de Nora. Ouais, tout à fait. Et Emmaüs, c'est un très, très, très bon exemple. Effectivement, depuis très longtemps, Emmaüs a compris ça et a essayé des choses. Je me souviens que très tôt, il y a pas mal de temps déjà, Emmaüs très tôt a commencé à vendre des prestations de retrait de matériel, etc., de recyclage de matériel, de vêtements, etc. Et au démarrage, on entendait, mais ils sont fous. Comment veux-tu que ça marche? Ils font des prestations de retrait, ça marche quand c'est gratuit, mais ils ne vont pas nous demander de l'argent pour faire, ça ne marchera jamais. Ça marche, ça fonctionne, des choses qu'on n'imaginait pas à l'époque et on se dit, mais comment on peut demander de l'argent pour faire ça? Ça fonctionne.
Donc, des choses qui aujourd'hui nous paraissent totalement infaisables, hybrider mes ressources parce qu'aujourd'hui je suis dans un cadre social, d'utilité sociale, où je ne me vois pas réclamer de l'argent à telle ou telle personne parce que ce n'est pas possible, parce qu'on n'a jamais fait comme ça, eh bien, ça peut fonctionner. Emmaüs en est la preuve. Depuis très longtemps, ils ont mis en place des systèmes. Aujourd'hui, ils ont des sortes de commerce. Enfin, ça fonctionne. Il y a du business. Du business qui reste éthique, qui est pour aider des gens, mais ça fonctionne. Des choses qui, a 20 ans, on disait, mais ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, c'est anecdotique, voilà, ça va vite s'arrêter. Ben non, ça fonctionne depuis. Et ça les rend libres, effectivement, d'avoir le discours aujourd'hui que Emmaüs peut avoir sur différentes positions. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Maintenant, ce qu'a peut-être réussi Emmaüs, ou ce que Emmaüs a fait très tôt, peut-être, c'est que ça suppose quand même de se professionnaliser, de professionnaliser sa structure. Alors, quand je dis se professionnaliser, des fois, j'ai des gens en face de moi qui me disent « Oh, tu es en train de nous dire qu'on n'est pas compétent, machin. » Ce n'est pas du tout ça. Vous êtes tous très compétents dans vos domaines, beaucoup plus que moi. Vous êtes experts de vos métiers. L'idée, c'est de professionnaliser, pardon Olivia, professionnaliser la structure, le fonctionnement, l'organisation. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, il y a des entreprises qui sont plus performantes, plus habituées à certaines choses. C'est ça qu'il faut professionnaliser. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait répondre aux commandes publiques pour diversifier nos ressources? Est-ce qu'on n'est pas juste en attente des 3 appels d'offres annuels? On a l'habitude d'y répondre, on a les bons contacts, on sait ce qu'on doit répondre et ça se passe comme ça. Est-ce que j'ai une vraie veille, une vraie structuration de ma démarche de réponse aux commandes publiques? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis des indicateurs, j'élabore des outils de gestion? Est-ce que je connais la performance de mon organisation? Ce que je vends, combien, pourquoi, à qui ça rend service? Est-ce que j'ai un retour client sur ce que je vends en termes de prestations? Est-ce que ma prestation, elle sert à quelque chose? Est-ce que mon client est satisfait? Comment je peux trouver d'autres prestations complémentaires ou améliorer cette prestation? Est-ce que tout ça, je l'analyse? Est-ce que j'ai développé une communication percutante qui me permet de vendre de la prestation? Est-ce que ma communication, elle est seulement institutionnelle? Donc, je fais plaisir à tous ceux qui me donnent un peu d'argent, mais je ne m'axe pas du tout sur le côté business. Ou est-ce que j'ai réfléchi à tout ça? À quelle cible je veux vendre? Et est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un vrai projet associatif, une stratégie? Et c'est là où on va parler de stratégie. Et ça englobe un peu tout ça d'ailleurs, la stratégie. Globalement, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai une vraie stratégie? Est-ce qu'à un moment, je n'ai pas créé une association, on a bénéficié de fonds parce que j'étais dans le bon secteur, et on a vécu là-dessus pendant des années, on ne s'est pas trop posé la question. Ça, il va falloir le remettre en cause et se professionnaliser de ce point de vue-là. Donc là, phase 2, je vais vous expliquer, en tout cas vous proposer, une démarche pour commencer ce travail-là. C'est un travail qui, on verra à la fin d'ailleurs, qui dure un certain temps. Hein. C'est un travail de fond, de travailler sa réflexion stratégique en vue d'hybrider son modèle économique. On va faire déjà un peu de sémantique avant de commencer. Je parle de stratégie. C'est quoi aujourd'hui pour vous une stratégie? Bah non, mais si tu mets la slide. Alors, juste, parce qu'on a eu un petit problème technique, j'en prends la parole, mais il nous reste 20 minutes dans le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et peut-être que si vous avez des questions, les mettre dans le chat et puis on pourra les transmettre à Fabien pour vous répondre par la suite. Je peux accélérer sur cette partie parce que de toute façon, ce que je veux que vous compreniez, c'est la méthode, c'est la démarche. Les détails, ce n'est pas forcément très, très important. On va zapper sur la stratégie. Si tu peux aller à la slide d'après, s'il te plaît. Donc, la stratégie, il y a 3… Je vais vous demander un peu ce que vous pensiez de la stratégie parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a la stratégie, il y a la tactique, il y a les manœuvres. En fait, c'est 3 niveaux qu'on retrouve aussi dans la stratégie. Si tu peux passer à la suivante. C'est ces 3 niveaux qu'on retrouve également dans la stratégie de l'entreprise. On a la vision. La vision stratégique, c'est mon objectif à long terme. C'est quoi mon projet? C'est quoi le projet global que je veux réaliser avec cette association ou cette entreprise? Les ambitions, c'est le niveau organisation. Comment je m'organise pour y aller là-dessus? Et le niveau action, c'est donc la partie opérationnelle. Tu peux passer à la suite.
On va passer ça. Aujourd'hui, en gros, ce que j'essaie de vous expliquer là-dedans, c'est qu'une stratégie, ça peut vous paraître pas fondamentalement nécessaire. Et pourtant, si on n'a pas de stratégie, on a du mal à donner du sens. Je vais vous parler quand même de cette métaphore qui va un peu synthétiser tout ce que je voulais dire là-dessus, sur cette dimension-là. La métaphore de la carrière. Aujourd'hui, si vous posez la question à 3 personnes qui travaillent dans une carrière ou qui travaillaient dans une carrière à l'époque, vous aurez 3 visions différentes des choses. Si tu peux passer à la suivante. Certains vont vous dire, moi, mon métier, si je pose la question, quel est votre métier? Certains vont me dire, mon métier, c'est de casser des cailloux. C'est de faire des cailloux carrés, rectangulaires, etc. D'autres vont me dire, mon métier, c'est de gagner de l'argent pour ma famille. Pourquoi je travaille? Pour gagner de l'argent pour ma famille, pour la nourrir. Et puis, troisièmement, des gens qui vont être dans le projet, en disant, nous, on n'est pas là pour casser du caillou, on n'est pas là uniquement pour vivre de notre métier et manger, on est là parce qu'on construit des cathédrales. On participe à la construction des cathédrales. Airbus a fait un gros travail là-dessus, et si vous allez visiter l'usine, etc., et que vous parlez un peu avec alors, ce n'est pas des ouvriers, c'est des compagnons, parce que là-bas, on n'est pas ouvriers, on n'est pas salariés, on est compagnons. Si vous parlez avec les compagnons, ils vous diront, nous, moi, je ne mets pas dérivé dans une plaque, je suis en train de construire un avion. Je construis une partie de l'avion et je participe à ça. C'est donner du sens. Pourquoi je dois avoir une stratégie? Parce que la stratégie, si elle doit être utile uniquement pour une chose, c'est au moins ça, c'est donner du sens à tout le monde. Vers quoi on va, les gars? Vers quoi on se met tous en mouvement, collectivement? C'est ça notre objectif. Et la stratégie, c'est aussi un outil de management derrière, parce que c'est l'objectif, donc c'est aussi là-dessus que je juge les performances, le fait d'être dans les valeurs, le fait d'être OK avec tout le monde sur on va tous sur cet objectif. Je parlais également de la route du Rhum. On va la passer, la route du Rhum. On va passer la route du Rhum. La route du Rhum, en fait, c'était simplement pour vous montrer qu'il n'y a pas une stratégie fixe. L'idée, c'est que je me donne un cap, mais en fonction de mes outils, de mon bateau, de mes voiles, etc. Dans l'entreprise, ça va être de mes compétences, de mes technologies qui vont évoluer. De mon organisation qui va évoluer, de mes envies également, de ce que je peux donner en termes de ressources dans mon entreprise. Tout ça va évoluer. Donc, une stratégie, c'est un cap, mais qui n'est pas forcément fixe. On se donne un cap et à un moment, il faut être aussi en capacité de modifier ce cap pour soit résister à quelque chose, résister à une mauvaise vague, résister à un Covid, résister à une année d'enfermement, etc., de contraintes, machin, dans les transports, voilà. Capacité de résilience et de résistance. Et puis, capacité aussi à aller chercher des opportunités. Il se trouve que finalement, mon marché s'ouvre sur quelque chose que je n'ai pas du tout prévu. J'ai les compétences. Il faut aussi que je puisse être suffisamment malléable dans cette stratégie pour dire je vais aller sur cette dimension-là également. Sur la suivante, Seb. Voilà, je résumais un peu l'utilité de la stratégie. La stratégie, elle sert avant tout à prendre conscience de l'état des lieux de mon entreprise, des compétences, de mon organisation, ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Je ne peux pas avoir une stratégie efficace, pertinente, si je ne fais pas ce travail. C'est un travail qui demande un peu de temps pour savoir d'où je pars, ce que je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et ce n'est pas uniquement un SWOT. Un SWOT, c'est une première étape, mais on va un peu plus dans le détail que ça. Mais ça en fait partie, le SWOT étant un premier outil. Ça doit me permettre de définir mes priorités d'action, tout en restant, encore une fois, flexible, capable d'aller chercher ce qui doit être pris au bon moment. Mais c'est mes priorités d'action. Ça donne du sens à mes équipes. Et ça me permet de manager, d'impliquer les équipes et de conduire donc le changement. La suivante, Seb, pour en revenir aussi à ce que nous disait Gabriel Attal tout à l'heure, l'hybridation, ça sert aussi, et là je vous ai mis une autre référence bien connue souvent des entrepreneurs, l'hybridation, ça permet aussi d'innover, d'aller chercher l'océan bleu, ce qu'on appelle l'océan bleu. Alors,
Je vous ai mis la référence, hein, vous pouvez le dire, il est intéressant également en termes de stratégie. Il y a l'océan rouge, c'est là où il y a tous les concurrents, on est tous en train de se battre sur les mêmes marchés. Et l'océan bleu, alors l'océan bleu total ou une part d'océan bleu, c'est là où je vais trouver moins de concurrents, où l'écosystème va être un peu plus simple, moins concurrentiel. Où je pourrais peut-être envisager de nouvelles coopérations et de nouveaux développement. Voilà. Donc la stratégie et l'hybridation des ressources doit vous permettre également d'aller vers ça. Donc en synthèse, bonne connaissance de soi, de son environnement, une étude approfondie du chemin, du cap, de vers où je veux aller. Comment je vais faire ça? Suivante. Ouais, merci. Je vous ai mis la démarche en totalité jusqu'au plan d'action. D'abord, je vais travailler sur mes valeurs, parce que ça va être mon socle. Il faut absolument que je me connaisse encore une fois, il faut que je me connaisse bien et que je ne que je n'aille pas vers des choses qui ne puissent pas être en accord avec mes valeurs, parce que ça ne tiendra pas. Donc les valeurs de mon entreprise, c'est important. Travailler là-dessus. Quelles sont les valeurs? Les valeurs, il n'y en a pas 50 dans une entreprise, il y en a 3-4. Il y a 3-4 socles auxquels je ne peux pas déroger, et si je vais à l'encontre de ça, ça va être très compliqué d'emmener mes équipes, parce qu'on ne fonctionne pas comme ça à la base. Une fois que j'ai travaillé cette dimension-là, il y a le diagnostic stratégique, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, nos compétences, notre technologie, etc. À partir de là, je vais pouvoir travailler sur la vision, mon objectif, qui je vais décliner en axe stratégique, mon organisation, mes objectifs opérationnels. Donc là, très concrètement, vers quoi je vais aller sur cet axe. On va développer des prestations, j'en sais rien moi, de formation sur nos sujets, parce qu'on est expert un peu sur certains sujets. On va développer des prestations de formation sur le sujet. J'ai vu de l'aide à domicile. Je crois que j'ai vu que quelqu'un faisait de l'aide à domicile. Donc, on va faire des formations d'aide à domicile, d'aide aux personnes âgées, parce qu'on est expert sur le sujet. Au niveau objectif opérationnel, c'est on va faire combien là-dessus, combien de chiffre d'affaires, ça va prendre quelle part de l'activité, quelle part du chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est de la totalité de notre activité, c'est 50%, c'est 10% de ce chiffre d'affaires total, annuel. On va mettre quelles ressources là-dedans? On a une personne, 2 personnes, 3 personnes, des véhicules. On va taper sur quel territoire, quel type de personnes, quel type de financement on va aller chercher là-dessus. Est-ce que c'est de la prestation purement privée, payée en totalité par pas les personnes âgées, mais les personnes qui vont vouloir se former? Est-ce qu'on va faire payer à X%? Voilà, c'est se poser toutes ces questions de détail pour aller vraiment jusqu'au plus fin pour mettre en place l'action. Et puis, on mettra le plan d'action. On aura le plan d'action à la fin. Si tu peux continuer. Donc, les valeurs, c'est pour donner du sens, tout simplement. Le SWOT, c'est une première étape pour se connaître. Alors ça, vous devez connaître, force, faiblesse, opportunité, menace. Globalement, j'établis un diagnostic. Je vous ai mis aussi dans le support, vous l'aurez, le support, à la suivante, s'il te plaît. Dans le support, vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser pour essayer de le remplir, ce SWOT. Ça, c'est une première étape que vous pouvez faire, parce que ça, c'est assez simple à faire. Se poser et regarder un peu sur quoi on est bon, sur quoi on est meilleur que les autres. Est-ce qu'on a une technologie innovante? Est-ce qu'on a des compétences qu'il n'y a pas ailleurs? À l'inverse, se poser les questions de nos faiblesses, et puis surtout les opportunités. Les menaces, elles sont claires, on en a parlé. Les menaces, c'est la baisse des ressources publiques, la baisse des financements publics, ça fait partie de vos menaces. Et puis, vous avez sûrement d'autres menaces, les changements de politique, les choses comme ça. Comment les menaces, on s'en libère, on s'en défend. Les opportunités, bien entendu, il faut les saisir. Et les faiblesses, on va essayer de les améliorer. Maintenant, si c'est vrai, ça fait, encore une fois, c'est en mettre en lien avec nos valeurs. Si ça ne fait vraiment pas partie de nos valeurs, on est faible parce que j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête sur une faiblesse qui serait liée à une valeur, mais
quand j'ai une faiblesse qui est liée à une valeur profonde dans mon entreprise, ce n'est pas la peine que je travaille dessus. Ça ne fait pas partie de mon entreprise aujourd'hui, ça ne fait pas partie de l'ADN de mon entreprise. Je laisse tomber, je ne vais pas sur ce marché-là, ce n'est pas la peine, je ne serai pas bon. Donc, si j'ai une faiblesse à ce niveau-là, j'essaye de l'amoindrir peut-être en allant chercher des partenaires, en travaillant en interne. Mais si c'est fondamental, bah, je ne vais pas aller sur le marché ou je vais pas miser là-dessus. Je vais par contre renforcer mes forces. Je vais travailler sur mes forces. La vision stratégique, c'est simple. Elle doit être claire, concise. Bien entendu, elle repose sur les valeurs. Elle ne doit pas être totalement déconnectée de mes valeurs. Elle doit être réaliste et crédible, certes, mais elle doit être aussi optimiste et motivante. Si le seul projet associatif que j'ai, c'est aujourd'hui on a 30% d'autofinancement et allez les gars, l'année prochaine on aura 35% d'autofinancement, ce n'est pas un projet stratégique. Ça doit être motivant, inspirant. On veut devenir les leaders de telle ou telle… alors là, je parle entreprise parce que je travaille souvent sur cette dimension avec les entreprises. Demain, on va être les leaders en région ou même nationaux sur la fourniture de climatisation en entreprise, par exemple. Ça c'est motivant. Est-ce que c'est réaliste? On va le travailler, on va regarder si c'est possible ou pas, mais il faut que ce soit motivant, il faut que ce soit optimiste, il faut que ce soit un projet à aller chercher quand même. Je vous ai mis sur la slide suivante, pour que ce soit peut-être plus clair dans votre esprit, comment on peut formuler cette vision. Si tu veux bien, ouais. En prenant une métaphore, un exemple. Un exemple, mon projet, c'est de faire le tour du monde. Ça, c'est ma vision. C'est la vision stratégique. Je veux faire le tour du monde. Il existe 197 pays dans le monde. Mon objectif est de visiter 20 capitales. Ça, c'est mon ambition stratégique. Je vais visiter 20 capitales pour avoir fait le tour du monde. Comment je le fais? Soit je prends un congé sabbatique d'1 an, soit je visite 2 capitales par an pendant 10 ans. Ça, on va être dans l'opérationnel, les objectifs opérationnels. À la suite de ça, viendra mon plan d'action. OK, maintenant, j'ai décidé que je faisais 2 capitales par an. Quelle capitale je fais cette année? Comment je le fais? Avec quelle finance? Quel avion je prends? Quelle date? Etc. etc., etc. C'est ça un projet stratégique, tout simplement. Donc, après la vision stratégique, on a les ambitions, c'est les grands axes. Ce que chez vous, peut-être, si vous êtes professionnalisé, encore une fois, si votre structure est un peu professionnalisée, vous avez peut-être décliné ça en DAS, en domaine d'activité domaine d'activité stratégique, qui vous permet d'avoir une grande vision de vos activités. On a une part sur les prestations de formation, une part sur l'activité de vente de tel ou tel produit, et puis une part de communication. Voilà, communication, agence de communication, on fait de la prestation d'agence de communication. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, c'est comment on dit, classer un peu notre activité en fonction de grands domaines. Et en allant jusqu'à là-dessus, on a telle et telle compétence qui, dans notre organisation, est capable de le faire. Comment on s'organise pour le faire? Je vous ai mis quelques questions à se poser pour travailler sur ces objectifs. Objectifs SMART, donc réalisables. Donc, est-ce qu'on garde certaines choses? Est-ce qu'on développe d'autres? On en arrête peut-être? On doit s'équiper? On doit recruter, trouver des partenaires, des compétences. L'objectif SMART, c'est un objectif simple, spécifique, mesurable, ambitieux, parce qu'il faut que ça reste, ça donne envie. Alors, c'est ambitieux, c'est accessible, c'est accepté, atteignable, ça dépend des personnes. Certains vont être plus sur l'ambitieux que sur l'accessible. Voilà. Réaliste, il faut que ça reste réaliste, bien entendu, et temporel. Qu'on puisse le contrôler. Encore une fois, il faut se professionnaliser. Donc, temporel pour pouvoir le contrôler avec des outils de pilotage et pouvoir dire, OK, on est bon sur cette ambition-là, on n'est pas bon. Comment on rectifie le sujet? Et je vous ai mis en dernier l'outil QQO QCP, qui est un premier outil pour aller vers le plan d'action.
où là, on va commencer à travailler. Alors, QQ, QCP, c'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. C'est un premier outil tout simple qui permet de commencer à travailler sur le plan d'action. On est sur qui va le faire, où, comment, etc. Et on va passer ensuite sur un plan d'action. On va rentrer un peu plus dans le... Tu peux défiler celle jusqu'à la fin, je crois que c'est celui d'après. Voilà. Là, juste au-dessus. Ah oui, juste au-dessus. Ouais. Ça c'était bien, c'était avec QQ ou QCP. Là, parfait. C'est une première étape vers le plan d'action. Parce qu'ensuite, il va falloir se pencher sur le budget, les financements publics. Est-ce qu'on va chercher des financements publics, des ventes de prestations de biens, cotisations, sponsors, mécénat, des dons? Est-ce qu'on valorise également le travail de nos bénévoles? Est-ce qu'on peut aller chercher du financement participatif, des prêts solidaires, des prêts bancaires classiques, etc. etc., etc. Je n'ai pas toutes les idées, j'ai mis quelques idées. Olivia, je suis vraiment désolé, je suis obligé d'aller très vite, mais vous aurez le support et puis je suis disponible si vous avez besoin de précision, bien entendu. Une dernière petite chose sur les points de vigilance. Quand on fait ce travail-là, je le fais avec certains, je l'ai fait avec certaines associations et je le fais régulièrement avec des entreprises. Si tu peux passer à la dernière slide, celle des deux d'après. Ouais, encore. Ouais, merci. C'est que il faut absolument... au-dessus, juste au-dessus. Juste avant, pardon. Ouais. La dernière chose, c'est qu'il faut rester cohérent vis-à-vis des valeurs, toujours rester en vigilance par rapport à ça, parce qu'il faut préserver son identité profonde, son éthique. Ça ne sert à rien de faire des choses avec lesquelles on n'est pas en accord ou que notre équipe ne serait pas en accord avec. Ça demande également, l'hybridation, ça va complexifier votre organisation. La recherche de ressources différentes, ça veut dire qu'on va avoir parfois des modèles très sociaux, finances publiques, très publics, des modèles très, très business. Parfois, on va arriver à mixer un peu les deux. On va être sur les deux, voilà, sur une organisation un peu mixée. Mais parfois, on va être sur des modèles très, très différents, qui, a priori, sont très opposés, mais qu'il va falloir essayer de rassembler au sein d'une même organisation. Donc, il va falloir vraiment clarifier, de faire un travail de clarification des rôles, des missions, des acteurs internes, externes, de travailler sur l'organisation de la structure. Faut regarder également, ça demande également une vigilance sur les impacts comptables et fiscaux, parce qu'à partir d'un certain développement de chiffre d'affaires, on a des impacts en termes de TVA, etc. Sur la structure également, parfois il vaut mieux séparer les activités totalement que les fonder dans une même structure. Là, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail là-dedans, mais c'est un travail à faire également. Il faut également travailler sur les écarts entre ce que je souhaite faire et les compétences dont je dispose et ce qu'il y a sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui, si je développe des formations destinées à des gens qui veulent se former à l'aide à la personne, est-ce qu'aujourd'hui sur le marché, je n'ai pas des gens qui savent faire, qui savent beaucoup mieux faire que moi et que je n'ai pas forcément toutes les compétences pour le faire? Il faut que je sois attentif à ça. Et puis, bien entendu, il faut conduire le changement. Comme tout changement, ça se conduit. On est dans parfois des structures un peu historiques qui ont eu un sens, dont les gens ont eu un sens au travail depuis des années, d'utilité sociale uniquement, par exemple, et de ne pas se tourner vers le privé. Il va falloir conduire le changement parce que ça va parfois être un peu compliqué de changer de direction, ou en tout cas d'absorber d'autres dimensions. Et puis, toute dernière chose, je vous ai mis les temps d'appropriation, le temps qu'il faut pour travailler là-dessus. Alors, à peu près des fourchettes, mais sur une stratégie, c'est 3 à 6 mois. Et là, on est dans un changement de culture pour certains, total. Soit vous avez déjà l'habitude ou ce n'est pas encore en cours, et dans ce cas-là, il faut penser déjà hybridation, soit c'est quelque chose qui ne fait pas partie de votre culture d'entreprise, et là, ça prend 24 à 36 mois. Donc, c'est des temps, il faut avoir conscience de ça, c'est des temps relativement longs. On ne conduit pas ce genre de travail en un groupe de travail, les gars, allez hop, tout le monde est d'accord, on est sorti. C'est quelque chose qui demande un peu de temps. Voilà, je suis désolé pour avoir été très vite sur la deuxième partie.
Vous aurez bien entendu le support. Je reste disponible si vous avez besoin d'infos. Et puis je peux bien entendu vous accompagner. Je suis disponible pour vous accompagner. Voilà. Et merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, alors est-ce qu'il y a des questions dans le… Dans le chat, on n'a pas de questions, a priori. En tout cas, merci beaucoup, Fabien. Je ne sais pas s'il y a des questions posées à Fabien. On est arrivé à l'heure de fin, pile poil. Malgré ce petit problème technique. Donc, on va évidemment vous faire parvenir le support de Fabien Zanovello. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers les conseillers ESS de BGE Picardie. Il y a une question apparemment, allez-y. Bonjour, comment vous allez nous envoyer le PPT, enfin le support? Parce que pour la dernière, j'avais raté, celle d'avant, j'avais raté, donc c'est pour ça que je me pose la question. Ça sera envoyé par mail. Ouais. Super, merci beaucoup. Peut-être envisager une suite? Oui, alors, dans le mail que vous allez recevoir, il y a vous allez avoir accès, en fait, en cliquant sur l'image qu'il y a dans notre signature, à tous les webinaires que BGE Picardie et l'équipe ESS proposent. Donc, vous pouvez simplement vous inscrire et pour pouvoir participer. Bien entendu, il y a une suite à tout ça. On organise des webinaires, il y a un sens, en fait. Hein. C'est pour animer le territoire et proposer, en fait, des réunions, des formations. On fait aussi des codev pour travailler sur des sujets. N'hésitez pas à vous inscrire et à participer à ces webinaires et à ces codev. Super, merci Fabien, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup Fabien. Et merci à vous tous. Bonne journée alors. Merci également. Merci. Bonne journée à toutes et tous. À bientôt, j'espère. Et bon courage pour vos projets. Merci. Vive l'économie sociale et solidaire. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous tous. Bonne journée Nicolas, bonne journée.